Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode numéro 32 de Light. Après 2 semaines de pause, ça y est, me revoilà sans faute. On est le 30 décembre et je suis encore une fois dans mon appartement. Pour ceux qui le voient sur YouTube, j'ai acheté un bureau, ça fait plaisir. Il y a encore un petit peu de taf au niveau de l'aménagement. Par exemple, ma chaise, c'est celle de mon salon. Mais bref, je commence à prendre mes marques. Et d'ailleurs, j'ai commandé un truc hier que j'ai très hâte de recevoir. Normalement, je l'aurai demain. C'est une chaise romaine. Et je vais la mettre juste à côté de mon bureau. Comme ça, j'aurai juste pas le choix que faire des dips et des tractions toute la journée. Et ça tombe bien parce que je pense que ça va faire partie d'un de mes objectifs sportifs sur lequel j'aimerais beaucoup progresser cette année. Bon, pour ceux qui découvrent ce podcast Light, l'unique et seul objectif, il est simple et il est toujours le même, quelle que soit la graine que tu aies fleurie. Alors pour ce 32e épisode, je nous ai prévu un programme. Aux petits oignons, vous allez voir et vous m'en direz des nouvelles. Pour commencer, on parlera d'Épictète et des grandes leçons de sagesse que j'ai tirées de ce monsieur stoïcien. En deux, on verra ce que personne ne comprend sur les distractions. Ça sera une prochaine vidéo YouTube. Je l'ai pas encore tournée. Je suis seulement au stade de l'écriture, mais j'ai beaucoup de choses à dire sur cette thématique. En 3, on verra, après 4 ans d'abstinence, pourquoi j'ai craqué. En 4, le mythe du cerveau adolescent. J'en dis pas plus sur le 3, comme ça ça crée pas mal de curiosité. Et en 5, on verra la différence entre les vagues et le courant. Quelque chose de philosophique dont j'aimerais parler. On attaque le plan de semaine, mais juste avant ça, je tiens à vous rappeler qu'avec le premier lien en description, vous pouvez accéder à mon second cerveau. Cette semaine, j'y ai pris pas mal de notes intéressantes, donc ça coûte 20 €. L'accès est à vie et mis à jour très régulièrement. Il y a plus de 700 notes, c'est une mine d'or d'informations que vous pouvez vous procurer si ça vous intéresse. On est parti donc pour le plan de semaine. Alors j'espère qu'il n'y aura pas de problème avec le micro, parce que juste avant de tourner, j'ai pété un truc. Et d'ailleurs, je sais pas ce qui s'est passé, parce que là, tout était une galère pour me remettre dans l'action et me remettre sur le podcast. Le micro marchait pas, ma carte SD introuvable, ma caméra, oh plus de batterie, je teste un chargeur, oh ça marche pas. Bref. Donc j'espère qu'il y aura pas de problème. Je pense qu'il faut que je parle dans cette direction. Je vais déplacer un petit peu le PC. Le plan de semaine. On est parti. Donc, qu'est-ce qu'on a accompli? Je vous laisse faire la même chose comme d'habitude. On commence par la downlist. On essaye de voir qu'est-ce qu'on a fait, au lieu de se demander qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux. Toujours cool aussi de fêter un peu les accomplissements et les victoires. Personnellement, un truc qui est assez difficile pour moi. Je sais que j'ai vite tendance... Ouais, j'ai même pas vu qu'il y avait ce truc au-dessus de ma tête. Faut que je fasse gaffe, mais j'essaie de le bouger. Hop. Personnellement, j'ai vite tendance à zapper dès que je réussis un truc. C'est un peu comme si ça avait tout de suite peu d'importance. Alors que, en rétrospective, quand je regarde un peu le chemin parcouru, je suis quand même assez fier de moi sur beaucoup de choses. Alors, donc la semaine 51, donc juste avant, j'étais trop content parce que j'ai fait 7 séances de sport. Mais là, cette semaine, malheureusement, j'en ai fait que 2. Pourquoi ? Parce que lundi, je suis allé courir avec une pote 13 km. J'étais extrêmement fatigué avant d'y aller, mais je m'étais dit, vas-y, c'est pas grave, genre, un running, ça donne toujours de l'énergie. Mauvaise idée, Dali, mauvaise idée, je me suis blessé au pied. Je sais pas exactement ce que j'ai, c'est pas très très méchant, mais bon, bref. J'ai une petite blessure qui fait que je peux plus courir. Et ça me rend fou. Ça me frustre beaucoup. Mais bon, quand le corps parle, on l'écoute. De toute façon, on n'a pas le choix. Au bout d'un moment, on doit bien s'y soumettre. Et j'ai fait aussi une séance de muscu, mais pareil, je vais à la séance de muscu et sur un développé militaire à la barre, un peu lourd, je me fais mal je sais pas, à l'arrière de l'épaule. Enfin bref, je sais pas ce qui se passe, mais mon corps veut que je me mette au repos. Ça me fout un peu le seum, hein, j'avoue, parce que moi je sais que sur ma santé mentale, s'il y a pas de sport, c'est compliqué. Bon bref, c'était Noël, c'est trop bien. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes et que vous avez reçu des cadeaux sympas ou offert des cadeaux sympas, parce que mine de rien, je me suis rendu compte que ça procurait beaucoup de plaisir aussi d'offrir des cadeaux agréables qu'on avait choisis avec parcimonie. J'ai fait un bain froid avec toute la famille, ça c'était génial, trop content de pouvoir initier un peu tout le monde. Enfin, ma mère, j'ai pas à l'initier, mais
Il y avait mon père, etc., et mon grand frère, qui eux n'avaient pas l'habitude, mais qui sont venus. Et on a vécu un moment de fou. Et c'est là qu'on voit que quand on est dans cet espace où il y a de la difficulté, eh ben c'est là où on va chercher en fait la cohésion, et c'est là où le groupe se renforce. Donc ouais, j'ai acheté une chaise romaine, je suis content. J'ai acheté une paire de mocassins de la marque Church. Je sais pas si vous connaissez, c'est une marque de luxe qui coûte assez cher, mais j'ai eu une paire d'occasion trop stylée. Bref, ça m'intéresse pas mal, hein, les vêtements en ce moment. J'avoue que j'y voue un petit peu de temps et d'attention parce que, en fait, mine de rien, c'est toute une discipline euh, avec beaucoup de parallèles philosophiques assez faciles à faire. Bref, le mentorat s'est bien passé cette semaine et tournée écriture d'une nouvelle vidéo qui aura pour titre Oublie tes objectifs, fais plutôt ça à la place. Amélioration et élimination, on passe. Au niveau des KPI, 1h21 de temps d'écran, 0 réseaux sociaux. Ça y est, là, ça fait plus de 2 mois hein, que j'ai déserté et que pour le mieux, on va pas se mentir, hein, Insta, j'ai réinstallé il y a 2-3 jours pour juste faire une story et dire que j'avais posté une vidéo sur YouTube. Mais c'est tout. Je vais encore un petit peu sur YouTube et de temps en temps, j'ouvre la barre d'accueil et je me prends les recommandations et je regarde ce que font les autres. Ça, c'est vrai. Je vais être sincère. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que mon rapport aux réseaux sociaux a quand même bien évolué. Pour finir, les objectifs de cette semaine, c'est de finir le plan de 90 jours. Là, comme ça va être la nouvelle année, je pense que c'est cool de s'accorder un petit moment introspectif pour faire le plan de l'avenir. En l'occurrence, moi, je fais les plans de 90 jours, donc 12 semaines, on dira. Ensuite, une vidéo YouTube sur les distractions à terminer, que je suis en train d'écrire. J'aimerais, c'est très flou et très peu précis, mais j'ai mis prendre soin de mon corps. Parce que là, en fait, c'est toujours quelque chose que j'ai fait, mais là, c'est inconfortable, étonnamment d'ailleurs, parce que je dois procéder différemment, quoi. C'est pas, j'ai pas envie, mais je dois y aller. Ça, c'est un muscle avec lequel j'ai quand même bien sympathisé. Là, c'est plus, je dois aller tout doucement, quoi. Et j'aimerais lire un livre. Je pense que cette semaine, je vais lire Hermann Hesse, Peter Kamenzind. Je suis pas sûr que ça se dise comme ça, mais ça m'a l'air vraiment très bien. On est parti donc pour les 5 idées de cette semaine et j'ai très très hâte parce que elles m'animent beaucoup. On va commencer par notre ami Épictète et ses grandes leçons. Je viens de finir un livre écrit par Frédéric Lenoir, Petit traité de vie intérieure, que je recommande. Je l'ai trouvé plutôt intéressant. J'en ai fait une grosse note résumée dans mon second cerveau. Donc si vous voulez y jeter un coup d'œil, n'hésitez pas. Et dedans, il parle de Épictète. Frédéric Lenoir, c'est un philosophe, écrivain, tendance aussi psychanalytique, parce qu'il s'intéresse, il a écrit beaucoup de livres sur Jung notamment. Et il est encore en vie. Et je trouve qu'il est quand même assez intéressant et qu'il a beaucoup de sagesse. Il a beaucoup de sagesse. Donc Épictète, c'est un philosophe stoïcien. Et il faut savoir que il a été esclave. Son père était esclave et lui aussi il a été esclave. Alors pas toute sa vie, à un moment il a été libéré. Mais il est quand même considéré comme quelqu'un d'assez pauvre et dans la philosophie stoïcienne, c'est, on va dire, un des seuls à avoir été un esclave. Il faut savoir qu'il n'a laissé aucun écrit et que tout ce qu'on connaît de lui, en fait, ça a été partagé et transmis par son disciple Arien. Il a publié pas mal des notes qu'il avait prises à ses côtés, etc. Il y en a plein qui ont disparu, qui ont été perdus. Mais aujourd'hui, on en a quand même un petit peu et il a beaucoup influencé Marc Aurèle. Alors, je vais commencer par une citation de Épictète que j'adore, sur laquelle j'aimerais par la suite épiloguer. Souviens-toi que tu es un acteur qui joue un rôle dans une pièce qui est tel que le veut le poète dramatique. Un rôle bref s'il veut que ce rôle soit bref. Long s'il veut qu'il soit long. S'il veut que tu joues le rôle d'un mendiant, veille à jouer ce rôle avec talent. Ou un boiteux, ou un magistrat, ou un homme ordinaire. Car ce qui t'appartient, c'est ceci. Bien jouer le rôle qui t'a été donné. Mais choisir ce rôle,
appartient à un autre. Quand j'ai lu cette citation, il y a toujours quelque chose qui s'anime et qui titille en moi parce que j'ai l'impression qu'on abandonne une part de liberté que j'ai l'impression de posséder. Mais plus j'avance et plus j'adhère à cette vision selon laquelle, en fait, j'ai comme l'impression que la vie a un rôle qui est presque prédéterminé pour nous et que ce qui compte, c'est pas de choisir ce rôle, comme le dit Épictète, parce qu'en fait, ça dépend pas de notre contrôle. Et on en revient à la dichotomie du contrôle avec les stoïciens qui dit sois capable de distinguer l'un de l'autre. Et c'est justement ça le plus compliqué. Et moi, justement, je me pose beaucoup de questions à ce propos. J'ai l'impression donc que ce rôle ne dépend pas de moi. Par contre, ce qui dépend de moi, et ce qu'a très justement souligné Épictète, c'est la manière dont je peux incarner ce rôle et le jouer. Je peux le jouer, je peux essayer de le jouer du mieux que je peux. Je peux essayer de le jouer avec le plus de sincérité possible. Et surtout, dans un premier temps, et ce que j'estime être le plus important, je peux accepter ce rôle qui m'a été donné. Et ça, c'est dur parce que souvent, ça nécessite qu'il y ait une forme de rupture avec en tout cas, nos aspirations égotiques. Par exemple, on est beaucoup, je pense, on le voit quand on fait des sondages aux États-Unis, à vouloir devenir TikToker, influenceur, etc. Donc ça, c'est un rôle auquel on aspire. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas faits pour ce rôle et que si ils y arrivent quand même, ils se rendront compte un jour que quand ils essayent de l'incarner, en fait, ils sont obligés de faire semblant. Et ça pose problème. Ça pose problème. Il y a autre chose que j'aime beaucoup de Épictète qui dit « Si j'avais à revivre, je revivrais comme j'ai vécu ». Ça, c'est Montaigne qu'en parle dans les essais. Et ça fait lien avec cette notion centrale aussi du stoïcisme, qui est l'amor fati, dont parle aussi Nietzsche, l'amour du destin. Et aujourd'hui, il y a un peu une tendance à essayer de tirer parti au mieux de sa vie et de faire en sorte de maximiser, par exemple, le bonheur, les moments de kiff, l'accomplissement, etc. et d'éviter la souffrance, tout ça. Et on le voit bien d'ailleurs avec, par exemple, le Bouddha, qui pourrait dire que, bon, en fait, si t'atteins le nirvana, le samsara, je crois que ça s'appelle comme ça, tu es un peu libéré de tes désirs, de toutes ces choses-là, et c'est un peu comme si tu touchais un point de non-retour dans la vie qui serait génial, parce que tu pourrais en profiter vraiment de la meilleure manière possible. Mais en fait, j'ai un peu l'impression que cette vision s'oppose à la vie et que elle ne l'accepte pas dans son entièreté. Et donc c'est pour ça que moi j'aime bien cette idée d'Épictète sur l'amour fati, vraiment l'amour du destin et de ne pas chercher. Évidemment, au quotidien, on va essayer d'éviter les souffrances, machin, d'éviter l'inconfort, tout ça. C'est normal, c'est ancré dans notre code biologique. Mais j'ai un peu quand même l'intime conviction qu'au final, on va à peu près tous vivre les mêmes moments de bonheur, le même nombre de malheurs, etc. On va les percevoir différemment, c'est sûr. Mais bref. Ok, autre citation d'Épictète. Ne cherche pas à ce que les événements soient comme tu veux, mais veille que les événements soient comme ils sont, et tu seras dans la sérénité. Donc ça fait lien avec les deux citations précédentes, c'est pour ça que je l'ai choisi. Et j'ai un peu l'impression que c'est la faculté la plus importante aujourd'hui qu'on puisse développer, hein, c'est d'être capable de mieux traiter avec le réel. Et j'en parle souvent parce que pour moi c'est vraiment fondamental, sortir des illusions qu'on nourrit, sortir des désirs, parce qu'évidemment on a toujours envie que la vie se passe d'une certaine manière et pas d'une autre, mais le réel donne des informations qui sont souvent différentes, parce que le réel, il en a un peu rien à faire de nos désirs. Peut-être justement parce que il nous a donné un rôle à jouer, et à partir du moment où on jouera pas ce rôle,
Pour lui, ça n'aura pas d'importance parce que tu n'iras pas dans son sens. Et donc, j'aime bien cette vision de prends les événements comme ils sont, cherche pas forcément à les modifier, et là, tu seras tout de suite dans une forme de sérénité un peu plus importante. Je vais finir avec une citation qui est pas d'Epictète, que j'aime beaucoup. Je vais la traduire parce que sinon, ça va être encore un peu galère. Ah merde, j'ai coupé internet. Ah oui, parce que j'ai dû prendre la multiprise pour charger la caméra, parce que enfin là vous voyez pas ce qu'il y a en dessous de la cam, mais c'est un beau bordel. Bon bref, je vais la traduire. Alors, les gens qui ont le plus de regrets sur Terre sont ceux qui ressentent un appel créatif ou quelque chose de ce style, qui sentent ce pouvoir en eux, mais qui ne le laissent pas s'exprimer. Et je sais pas pourquoi, mais plus j'avance et plus je suis obligé d'adhérer à cette philosophie de vie. C'est un peu comme il y a il y a une sorte de combat à l'intérieur de tout le monde, et que on a du mal à comprendre que ce combat est sain et qu'il essaye de nous dire quelque chose. Et à partir du moment où tu seras encore dans une posture de combat et dans un manque d'humilité par rapport à ce rôle qu'on a voulu te donner, bah en fait tu passeras ta vie à te battre contre toi-même. Mm. Et ça c'est un peu dommage. Voilà ce que je voulais partager sur Epictet, parce que enfin moi ça me parle beaucoup, ces idées. Ça me parle vraiment beaucoup. D'ailleurs, d'un point de vue personnel, j'ai un peu l'impression d'aller dans cette direction. C'est pas facile, hein. C'est pas toujours facile, et il y a plein de choses sur lesquelles j'ai encore du mal avec le rôle qu'on pourrait me donner. Alors, à la base, je suis parti plutôt donc sur les réseaux sociaux, ça a bien marché, etc. Mais et je continue aujourd'hui d'ailleurs, mais j'ai senti qu'il fallait faire un virage, parce que là, j'étais vraiment trop dans une posture égotique, de protection, de il faut faire ça, mais parce que c'est comme ça, machin, et c'est le cerveau qui parle en permanence, qui justifie, qui se combat contre lui-même. Au bout d'un moment, tu sens qu'il y a un truc qui va pas. Mais ça demande beaucoup de courage. Et là, j'ai des nouvelles choses sur lesquelles j'essaye de savoir, est-ce que je me mens ou pas? C'est une très bonne question que soulignait Étienne Le Dolmen dans une de ses dernières vidéos. C'est: sur quoi est-ce que tu te mens? Et cette question, elle est difficile parce que elle peut amener à de grands changements, à une grande forme de vulnérabilité, et surtout, au vide. Parce que quand tu prends conscience que tu te mens sur un truc, par exemple, je sais pas, tu suis des études, mais qui au fond n'ont aucun sens pour toi et qui sont simplement là pour satisfaire tes parents. Et bah, si t'abandonnes ça, si tu décides dans un premier temps d'accepter que tu te mens sur cette situation et qu'ensuite tu décides de la changer, bah tu vas te retrouver dans une posture un peu délicate, quoi. Même très délicate. Donc ça demande beaucoup de courage, et je sais de quoi je parle parce que je suis passé par là. Et je vais continuer à passer par là, et les prochains défis seront d'une autre envergure. Il y a un truc sur lequel je pense que je me mens aujourd'hui, dont, dont je vais sûrement, j'en ai pas encore de certitude, parce qu'évidemment je suis un être humain rempli de doutes. Je pense que je dois reprendre mes études et faire des études de psycho. Ça m'appelle depuis pas mal de temps, mais je passe mon temps à me dire que ah, de redevenir étudiant, c'est un peu la loose. Vas-y, j'ai 22 ans, je vais être avec des gens de 18 ans, et puis vas-y, pour l'instant, aujourd'hui j'utilise mon temps et ça me rapporte de l'argent. Qu'est-ce que je vais aller faire bon, bref, pas mal de choses. Mais au fond, je sais que c'est un peu le rôle qui m'a été astreint, quoi. Bon, c'est comme ça. Je m'appelle Dali, ça veut dire guide en italien, c'est pas pour rien. Bref. Ce que personne ne comprend sur les distractions. Ça,
les amis, ça va vous plaire. Alors, j'ai créé une citation, je vous préviens, si vous me la piquez, enfin, vous pouvez me la piquer, mais je veux les copyrights. Les distractions sont semblables aux effets du sucre pour l'homme. Destructeurs, mais profondément indispensables. Face au gain de terrain et à l'omniprésence des appareils numériques dans nos quotidiens, un problème de taille a vu le jour, l'attention. On est beaucoup à ne plus être capable de se concentrer. On le voit bien, il y a un livre très intéressant sur le sujet que je vous recommande, qui s'appelle Stolen Focus, de Johann Hari. Il y a le résumé sur Obsidian, même si évidemment, dans mon second cerveau, même si évidemment, ça c'est quand même un truc sur lequel je me dois d'être sincère, je ne crois pas qu'un résumé de livre soit suffisant pour prétendre avoir lu un livre. Pas du tout. Parce que comme je l'ai déjà dit là, il y a 2-3 semaines, tout raccourci est une taxe sur l'expérience finale. Donc bref, c'est un bon livre. Et dedans, il partage une étude qui montre que les étudiants américains changent de tâche toutes les 65 secondes en moyenne, ce qui est immense. Et il partage une autre étude qui montre qu'on touche notre téléphone 2617 fois en moyenne toutes les 24 heures. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Bref, on voit bien que notre capacité de concentration, elle a jamais été aussi faible dans l'histoire de l'humanité. Et le grand coupable, pour beaucoup, c'est la distraction. On est des gens qui sont trop distraits, on a une offre qui est pléthorique de distractions qui fait qu'on est perdu en fait. Et donc pour pallier à ce problème, il y a beaucoup d'entre nous, dont moi, qui ont décidé de sortir des distractions. Par exemple, on vend sa PS4 pour plus avoir envie de jouer. Moi, c'est ce que j'ai fait avec moi, j'ai vendu ma PS3, j'ai vendu ma PS4, PS5 je l'ai pas eu. Bon, j'ai vendu mon PC gamer, j'ai vendu ma PSP, j'ai vendu ma DS. Bon bref, on fait des dopamine détox, on supprime les réseaux, ce que j'ai fait. On abandonne son abonnement Netflix, ce que j'ai fait plus d'une fois. Bref, tout ça, ça fonctionne. Et c'est bien parce que ça permet de s'extraire de certaines distractions qui nous font du mal. Mais au bout d'un moment, au bout d'un temps, l'envie de se distraire revient. Encore et encore. Et moi, pendant longtemps, j'ai cru que cette tendance naturelle, elle était à combattre. Mais aujourd'hui, je sais que c'est pas le cas. En fait, la distraction n'est pas un problème, mieux, elle est souvent un remède. Et c'est ça que personne ne comprend sur les distractions. C'est tout le sujet de la vidéo et c'est pour ça que ça va être passionnant. Donc bref, je continue parce que on a des choses à dire. Alors, en 2014, il y a une étude dont vous avez sûrement déjà entendu parler, qui est parue dans la revue prestigieuse Science, qui montre que quand on demande aux participants de s'asseoir 15 minutes dans une pièce sans rien faire, avec seulement un appareil à décharge électrique à côté, on a tous les participants qui, avant d'y aller, disent en vrai non, moi je vais payer pour pas être électrocuté, etc. quoi. Mais au final, une fois dans la pièce, il y en a plein, ils sont là, ils ont 15 minutes, ils savent pas quoi faire. Donc pour le kiff, ils s'envoient des décharges. Et il y a 67% des hommes qui le font et 25% des femmes. Il semblerait que les gens ne peuvent pas s'empêcher d'agir et de se distraire face à une situation qui est déstabilisante. En l'occurrence, être tout seul dans une pièce vide avec juste un appareil électrique. Et c'est facile de rigoler un peu de ces résultats et de se dire ouais putain, l'humain est vraiment très con. Et moi personnellement c'est ce que je me suis dit la première fois que j'ai entendu cette étude et ça m'a fait penser à la citation de Pascal qui dit que tout le malheur des hommes vient de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Parce que pour Pascal, le divertissement c'est toutes nos tentatives de fuir l'angoisse de la mort. On parle de divertissement au sens pascalien. Sauf que quand il y a quand même 67% des humains qui font un truc, enfin des hommes en tout cas, en disons 40% en moyenne, j'ai quand même envie de me dire, attends mais pourquoi on fait ça en fait? Parce que quand on avance dans la vie, on se rend bien compte que les uns les autres, on n'est pas si différents en réalité, même si on aime bien partager des images ou s'illusionner dans notre tête que ah ouais mais moi je suis plus ci, je suis plus ça, machin. Ouais, je suis pas trop convaincu de cette idée. Donc bref, quand on étudie l'histoire de l'humanité, il est clair que la distraction ou le divertissement, en réalité, ça existe depuis bien longtemps. Le premier dessin de l'histoire, d'après une enquête d'archéologues, il a été publié, ils ont publié l'étude en Nature, il remonte à 73 000 ans.
Donc il y a 73 000 ans, on faisait des dessins sur des pierres. Et on faisait aussi des colliers de perles. On faisait de la peinture. Bref, le divertissement, c'est pas nouveau. Et ce n'est pas un problème de dopamine. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup avec Arthur Schopenhauer sur la vision de l'art, parce que d'après lui, elle a une fonction qui est très importante dans nos vies. Je vous lis une citation. Du moment où, affranchis du vouloir, nous nous sommes absorbés dans la connaissance pure et indépendante de la volonté, nous sommes entrés dans un autre monde, où il n'y a plus rien de ce qui sollicite notre volonté et nous ébranle si violemment. C'est pas une citation qui me semble très limpide et claire, mais pour faire simple, l'art, selon Arthur, notre bon Arthur, et plus largement la distraction, offre la faculté de rompre le lien d'utilité qui attache l'individu au monde. Vivre peut être parfois douloureux, et la distraction permet temporairement de soulager ce poids. Et ce qui se passe avec la distraction, comme l'humour d'ailleurs, c'est que on n'est pas en train de modifier la réalité, on pourrait peut-être dire qu'on est en train de la fuir, mais ce que permet cette fuite, c'est de transformer notre perception de celle-ci. Elle offre un regard qui est décalé et qui est souvent très libérateur. Il y a une étude, je suis désolé, je cite pas les sources, je pourrais citer les sources des études, mais si ça vous intéresse, ça sera dans la prochaine vidéo YouTube sur les distractions. Je vais mettre un point d'honneur sur citer mes sources parce que ça serait quand même cool de gagner en crédibilité. Il y a une étude qui montre que quand les gens doivent retenir quelque chose et qu'ensuite ils sont exposés à une distraction, en réalité ils étaient bien meilleurs pour retenir l'information et proposer des solutions qui étaient créatives que ceux qui n'avaient pas été distraits par la suite. Pourquoi ? Parce que en fait dans une situation de grande concentration, nous avons tendance à faire le laser et à ignorer les autres stimuli qui pourraient réduire notre attention. À l'image de l'ouverture d'un appareil photo, plus le sujet est net, plus on a une ouverture du style 1.4, 1.8, 2.2, plus le reste, donc l'arrière-plan, va être flou. Et c'est un peu comme ça que fonctionne le cerveau et la vision en général. Et se distraire, ça permet par moment de mettre le focus sur autre chose qu'on ne connaît pas, qu'on n'est pas vraiment capable d'identifier, mais qui pourtant nous permet de nous offrir une nouvelle perspective qui fait du bien. Il y a un autre phénomène qui va dans cette direction, pour faire un parallèle, c'est ce qu'on appelle les rythmes ultradiens, qui montrent que, en fait, après environ 90 minutes de temps de concentration, on atteint une sorte de pic qui vient à redescendre et on n'est plus capable de retrouver un niveau de concentration qui est optimal. Alors qu'est-ce qu'on fait pour le recharger ? On fait une pause. Et la distraction, en réalité, je pense qu'elle est très très importante. Et que il faut faire attention parce que moi, pendant longtemps, j'ai voué un culte à l'utilitarisme. Il fallait que tout ait de l'utilité, etc. Mais en fait, justement, c'est là la place de la distraction et c'est là où c'est aussi dur, c'est que tu dois te distraire sans aucune utilité, sans aucune attente. Pourquoi ? Parce que c'est ce que disait Schopenhauer sur l'art. Ça permet de rompre le lien d'utilité qui t'attache au monde. Ce truc un peu compliqué de « Ah, il faut que je devienne meilleur. Ah, il faut que j'utilise mon temps correctement, etc. » La distraction, elle permet pendant un temps d'oublier ça. Et on en a besoin. On en a besoin parce que nous sommes profondément humains. Et on le voit, en fait, quand ça existe depuis 73 000 ans, c'est pas pour rien. Et il y a un piège par rapport à ça, dans lequel je suis tombé, c'est que, et je vais pas plus loin parce que c'est pas encore fini l'écriture de cette vidéo, mais je vais évidemment faire une distinction entre les différentes formes de distraction, parce qu'elles ne se valent pas toutes, loin de là, et il y a des distractions qui viennent corrompre nos désirs, qui viennent créer des aspirations qui sont pas les bonnes, qui viennent vraiment surstimuler notre système de dopamine, vous les connaissez. Donc évidemment, toutes les distractions ne se valent pas et écouter une musique contre scroller sur TikTok, c'est pas du tout la même chose et ça n'a pas les mêmes effets sur le cerveau et sur la suite. Malgré tout,
faites attention au piège de la distraction qui se veut utilitariste. Parce que quand le besoin de distraction est là, et il existe, et il est là en permanence, il y a aussi un besoin de dire fuck à la voix dans ta tête qui dit ah, il faut faire les choses bien, ah, il faut chercher l'utilité, ah, il faut machin. Cette voix, il y a des moments où il faut vraiment apprendre à lui dire fuck. Parce que tu as besoin, c'est un peu dans le code génétique et j'en suis persuadé, par moment de dissocier. Parce que ce lien d'utilité qui nous lie au monde est parfois difficile. Est parfois difficile. Et donc, personne ne comprend ça sur les distractions, mais elles sont essentielles, nécessaires, et souvent, elles permettent, une fois qu'on revient entre guillemets et qu'on arrête de dissocier, d'avoir un regard nouveau qui permet de prendre place dans le réel avec peut-être un peu plus d'aisance. Ça dépend, encore une fois, comment est-ce que c'est fait. Et donc, la distraction aujourd'hui est simplement le symptôme d'une société qui va mal et qui a besoin constamment, au vu de la réalité, d'y échapper. Mais ça veut pas dire que cette tendance naturelle de tenter de fuir le réel est mauvaise. Non. Elle est mauvaise à partir du moment où elle devient disproportionnée et à partir du moment où elle inhibe la capacité à affronter le réel. Mais si, au contraire, la distraction est là pour servir sans que ça soit à la base l'envie initiale de ce que ça va permettre d'obtenir, mais si elle permet, cette distraction, d'obtenir une vision un peu nouvelle sur le réel et potentiellement de trouver des nouvelles solutions et de mieux le vivre, et ben en fait c'est plutôt une bonne chose. Et il y a beaucoup de distractions et d'œuvres artistiques qui permettent cela. L'art, la peinture, la musique, les mangas, les films, tout ça, il y a beaucoup de moments où en fait ça a un impact qui est vraiment positif dans nos vies, quoi. Et c'est toujours difficile de le mesurer et de le comprendre, mais pourtant c'est bien le cas. Donc voilà, j'avais vraiment envie de parler de ça sur la distraction parce que moi je sais que pendant longtemps, j'ai aspiré à une version de moi qui ne se distrait, qui n'avait pas besoin de distraction parce que, bah, en fait, tout ce que je faisais était cool et que mon système dopaminergique était reset, ce qui est à peu près le cas aujourd'hui, hein. Je consomme pas vraiment de sucre transformé, je regarde des vidéos qui sont plutôt longues, machin et tout, mais quand même, en fait, malgré ce système de dopamine qui fonctionne plutôt bien, malgré cette hygiène de vie saine, et cetera, bah, il y a des moments, en fait, je rentre chez moi et j'ai envie de dire fuck. Et j'ai envie, limite, pendant 1 heure, d'être pris dans un truc, sans même chercher à comprendre que ça me soit utile, juste, je sais pas, il y a cette envie de se dissocier un petit peu. Et je pense que c'est pas un problème. Troisième idée pour cette semaine, j'aimerais vous livrer quelque chose. Pourquoi après 4 ans d'abstinence, j'ai craqué? Alors, il y en a peut-être qui se disent que je vais parler de porno, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il faut savoir que depuis plusieurs jours, je fais un travail de respiration. En gros, le procédé est simple. Je remplis mes poumons, je les vide au maximum, poumon vide, et j'essaye de gonfler mon diaphragme, mais sans prendre d'air. Et ça, en fait, c'est très intéressant. Je vous invite à essayer. Parce que d'une part, ça permet de libérer un peu le dos. On sait que c'est très bon, en fait, parce que ça étire, etc. Et d'autre part, ça permet de prendre conscience un peu des blocages qu'il y a dans son corps. Et moi, en l'occurrence, je sais qu'au niveau de la gorge, il y a pas mal de... Enfin, ça a du mal à circuler. Ça a du mal à circuler. Et bon, bref, depuis quelques jours, je fais ça et ça progresse. Je suis capable de le faire de plus en plus longtemps. Le diaphragme arrive à bien pousser. Là, au niveau du plexus solaire aussi, c'est compliqué. Ça a du mal à passer, mais petit à petit, il y a des formes de libération. Et c'était le 28 décembre, donc il y a 2 jours, si je dis pas de bêtises. J'étais en train de lire et de finir le livre de Frédéric Lenoir, et je vois un passage sur le pardon. Et je sais pas pourquoi, mais quand je lis ça, j'ai pensé à mon père,
Parce qu'il faut savoir que j'ai une relation qui est assez particulière avec lui et depuis quelque temps, je cultive beaucoup de ressentiment et de haine envers lui. J'ai un peu l'impression de ne pas avoir eu le père que j'aurais aimé avoir, pour être très sincère. Et à Noël, ça a été un peu, au début, notamment, ça a été compliqué parce que il a fait un truc qui m'a pas du tout plu. Et j'étais pas loin de rentrer en gros conflit avec lui. Je l'ai fait avec ma mère, elle en a un peu pâti d'ailleurs, et je me suis excusé par la suite. Mais je me suis rendu compte que c'était, en réalité, le conflit, je voulais qu'il ait lieu avec mon père, mais que, en même temps, peut-être que j'en étais pas capable, et peut-être que c'était aussi pas une bonne idée, et je le savais. Et bref, au final, Noël s'est très bien passé. C'était génial, quoi. J'ai vraiment, j'ai pas gâché la fête et au contraire, j'ai même pas eu besoin de me forcer. Enfin, c'était très cool. Mais bon, bref, là, on est le 28, donc 2-3 jours après Noël, je lis ça sur le pardon et je me dis putain, en fait, peut-être que c'est dur à accepter, mais je dois pardonner mon père, quoi. Je dois lui dire, en fait, c'est quoi, même si t'es pas le père que j'aurais aimé, etc. Je t'en veux pas et je t'aimerais, peu importe ce qui se passe, quoi. Et donc, j'ai décidé de lui envoyer un message. Et quand j'ai fait ce message, je me suis mis à pleurer. Et ça faisait un peu plus de 4 ans que je n'avais pas pleuré. Ce qui est énorme. Hein, vraiment énorme. Et chez moi, je pense que j'ai mis un nombre de barrières incalculables sur mes émotions. Ce qui est pas très sain, hein, ce qui te rend pas spécialement humain. Et bon, bref, là, donc, je pense qu'entre ce travail de respiration, ce travail introspectif, etc., j'ai réussi à libérer des émotions, quoi. Et c'est une putain de victoire dont je suis vachement fier. C'est bizarre, je pleurais et j'étais hyper fier de moi. C'est deux émotions simultanées, un peu bizarre. Mais bref, je pense que c'est important de parler de ça parce que je fais ce travail depuis quelques temps là pour tenter de reconnecter avec ces émotions qui me font peur et qui m'effraient mais qui sont nécessaires parce que cette sensibilité, j'en ai déjà parlé, elle est extrêmement importante. Et puis surtout, les émotions précèdent la raison et les émotions conditionnent beaucoup de choses, notamment l'apprentissage. Je suis en train de lire un bouquin là que je pense que j'irai pas jusqu'au bout, mais sur l'intelligence émotionnelle, d'ailleurs, à mon avis, ça a dû contribuer aussi, hein, toujours très difficile d'identifier la cause d'une action. C'est toujours multiple. Mais il y a aussi ce livre, l'intelligence émotionnelle, qui m'a ouvert sur certaines choses, notamment les travaux de Joseph Ledoux. Très intéressant. Mais ça, pareil, c'est pour une nouvelle vidéo YouTube. J'ai pas envie de tout vous dire. Mais je trouvais que c'était important d'en parler. Quatrième idée, le mythe du cerveau adolescent. Ça, c'est un article que j'ai trouvé vraiment très très intéressant, vraiment génial, que j'ai résumé dans mon second cerveau. Là, pour le coup, ça vaut peut-être la peine. Mais si vous voulez, vous pouvez le trouver assez facilement. Par contre, ça sera en anglais. Et le titre, c'est The Myth of the Teen Brain, écrit par Robert Epstein, un psychologue. Alors, aujourd'hui, il y a un consensus, quasiment, moi qui l'ai plus grâce à ce gars, mais qui montre que le cerveau adolescent est un peu immature et qu'il est à l'origine des problèmes qu'on a. Tu sais, le cortex préfrontal est moins développé, machin, tous ces trucs. Et donc, si t'as un comportement d'ado, c'est-à-dire un peu de teubé parfois, c'est normal. Sauf qu'il s'avère que c'est un mythe. C'est un gros mythe. Le psychologue Stanley Hall, c'est un peu lui qui a été le précurseur de ce mythe en 1904 avec la publication de d'un livre en 2 volumes appelé Adolescence. Et il a un peu été induit en erreur, etc., par rapport à son époque, à une théorie en biologie, etc., qui au final s'est révélé être erronée. En 91, l'anthropologue Alice
Chell Gell de l'Université d'Arizona et son collaborateur ont passé en revue les recherches sur les adolescents dans 190 sociétés pré-industrielles. Et parmi leurs conclusions importantes qu'ils ont tirées, c'est que environ 60% n'avaient pas de mots pour décrire l'adolescence. Les adolescents passaient presque tout leur temps avec des adultes et ne présentaient aucun signe de psychopathologie. Et le comportement antisocial chez les jeunes hommes était complètement absent dans plus de la moitié de ces cultures et extrêmement léger dans les cultures où ils se produisaient. Ça me paraît, dans un premier temps, être assez fou. On a l'impression que les ados... Enfin, même moi, en fait, quand j'ai passé cette phase de l'adolescence, il y a eu des changements, que ce soit physique, que ça soit dans mes désirs, dans mes comportements, etc. Mais il s'avère que, en réalité, ça découle plus d'un conditionnement social, d'un environnement, etc. que par exemple de la génétique. Plus significatif encore, une série d'études à long terme lancées dans les années 80 par les anthropologues Beatrice Whiting et John Whiting, de l'université d'Harvard, suggère que les problèmes des adolescents commencent à apparaître dans d'autres cultures peu après l'introduction de certaines influences occidentales, en particulier l'école, les programmes de télévision et les films. La délinquance n'était pas un problème chez les Inuits de l'île Victoria au Canada par exemple, jusqu'à l'arrivée de la télévision en 1980. Et là, on peut faire un lien avec les travaux de René Girard, qui a développé la théorie mimétique, notamment sur la violence, très intéressant. J'ai pas encore creusé ça, mais je vous fais un lien si vous voulez sauter dessus, allez-y. C'est quelque chose dont j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. On sait que le désir est quand même assez fortement mimétique. On désire ce que les autres désirent et on reproduit ce que les autres produisent. Donc ça pour moi déjà c'est complètement fou. Et il y a là c'est vraiment le paroxysme de cet article. C'est une étude que lui il a menée qui montre que les adolescents aux États-Unis sont soumis à plus de 10 fois plus de restrictions que des adultes ordinaires, 2 fois plus que les marines américaines et même 2 fois plus que les criminels incarcérés. Et les recherches qu'il a menées avec Diane Dumas, dans le cadre de sa thèse de doctorat, montrent une corrélation positive entre le degré d'infantilisation des adolescents et le degré auquel ils présentent des signes de psychopathologie. Ça, pareil, complètement fou. Je pense que on se rend pas compte à quel point, en fait, quand on est dans la période d'adolescence, et ça, c'était exprimé dans l'intelligence émotionnelle de Daniel Goldman. J'aimerais bien retrouver le passage parce que j'avais vraiment kiffé. Mais en fait, il s'avère que l'humain est la seule espèce, alors pour plein de raisons qui sont positives, cool, qui... Ah, j'aimerais bien retrouver le passage. Qui n'assouvit pas ses désirs et ses besoins quand il en a envie. Alors que chez les animaux, en fait, c'est pas le cas du tout. Je vais essayer de vous le retrouver. Parce que c'était quand même intéressant. Là, il parle de l'amygdale. C'était au tout début, si je dis pas de bêtises. Je pense que je vais le résumer ce livre parce que il est vraiment cool. Voilà. Je crois que c'est là. C'est uniquement... Voilà, c'est ça. C'est uniquement chez l'adulte civilisé que l'on rencontre la plus grande anomalie du règne animal, des émotions coupées des réactions qu'elles devraient entraîner. Putain, cette phrase, elle est puissante. Je vais la relire. C'est uniquement chez l'adulte civilisé que l'on rencontre la plus grande anomalie du règne animal, des émotions coupées des réactions qu'elles devraient entraîner. Et à mon avis, c'est peut-être là le premier problème. Oula, j'ai bougé le micro, merde. C'est peut-être là le premier problème de notre société. C'est que les adolescents sont beaucoup trop coupés des émotions et des réactions qu'ils devraient entraîner, parce que comme l'a montré ces enquêtes, ils sont soumis à tellement de distractions que forcément derrière il se passe des trucs, c'est logique, parce que en fait une restriction ça crée de la frustration et de la frustration ça crée de la compensation, voilà.
C'est un peu comme ça que ça marche. D'où peut-être ce comportement adolescent qui évolue. Mais c'est toujours difficile parce qu'on a quand même envie de vivre dans une société civilisée où bah, c'est pas parce qu'on a une émotion, un désir, un truc que tout de suite on va l'exprimer. En tout cas, on va l'assouvir. Dans son livre paru en 1998, Blaming the Brain, Elliot S., qui est professeur aujourd'hui à l'université de Michigan, souligne habilement que nous faisons une grave erreur de logique lorsque nous imputons presque n'importe quel comportement au cerveau, en particulier lorsque nous tirons des conclusions d'études de scanner cérébral. Parce que oui, en fait, dans l'article, il reprend un peu toutes les études qui montrent qu'on a un cerveau plus juvénile, etc. Et il montre que, en fait, les conclusions sont un peu abusives. Et que souvent, le problème vient des articles qui sont repris. Et on l'a beaucoup trop souvent, ce problème. Il y a des études qui arrivent à des conclusions qui sont souvent assez modestes. Et on a les journaux qui reprennent ces conclusions et qui les amplifient x 10. Et c'est comme ça qu'on commence à propager des informations qui sont en partie fausses. Ainsi, si les adolescents sont en ébullition, nous trouvons nécessairement des propriétés chimiques, électriques ou anatomiques correspondant dans le cerveau. Mais le cerveau a-t-il provoqué l'agitation, ou l'agitation a-t-elle modifié le cerveau? Ou d'autres facteurs, comme la façon dont notre culture traite les adolescents, ont-ils causé à la fois l'agitation et les propriétés cérébrales correspondantes? Et oui, aujourd'hui les adolescents sont prisonniers du monde frivole de la culture des pairs et apprennent pratiquement tout ce qu'ils savent les uns des autres plutôt que des personnes qu'ils sont sur le point de devenir. Isolés des adultes et traités à tort comme des enfants, il n'est pas étonnant que certains adolescents se comportent selon les normes. Les adolescents se comportent selon les normes des adultes de manière imprudente ou irresponsable. Et oui, ça c'est peut-être quelque chose qu'on a difficilement compris dans l'éducation, c'est que les enfants et les ados ne sont pas assez au contact des adultes. Et oui. Hmm. Je trouve ça passionnant. Vraiment très très intéressant. Très 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 intéressant. On est à 47 minutes, wow. Eh bien, on va finir avec la dernière idée, les vagues versus le courant. Un truc un peu plus tranquille, mais qui reste philosophique. Alors, on va partir d'une citation décrite par Ludwig J. Selson. Je ne sais pas qui c'est et j'ai pas internet. Donc, tant pis. Ce qui compte, c'est la citation. You can mess up a lot of things in business and still do well as long as you get the big trend right. Donc, tu peux rater un tas de trucs dans le business et toujours avoir sur le long terme quelque chose de plutôt pas mal en fait, à partir du moment où la tendance générale est dans la bonne direction. J'ai raconté l'histoire d'un pote avec qui je parlais hier par message, qui a fait un semi-marathon là, il y a la semaine dernière. Et il me dit, en gros, on s'est quitté juste avant qu'il parte faire le semi. Et le problème, c'est que son train a eu beaucoup de retard. Il est arrivé chez lui à 1h du mat, il a mangé, machin et tout. Bref, il s'est couché à 2h, 2-3 heures. Et le lendemain, il devait se lever à 6h et partir pour la course. Il avait le semi-marathon. Et il s'avère qu'il m'a dit un truc assez étonnant, c'est que il s'est surpris, puisqu'il a battu le temps qu'il espérait faire, et que ça s'est trop trop bien passé. Et si on prend l'exemple de la préparation d'un semi-marathon, ou d'un marathon, ou d'un événement sportif, dans la tête de tout le monde, j'ai l'impression qu'on a dans notre imagination et dans nos croyances, l'idée que tout le monde suit le programme dans son ensemble, et que c'est pour cette raison qu'on arrive si bien à l'épreuve et que tout le monde réussit à courir le marathon. Sauf que pour moi, ça c'est un peu du bullshit. Et je pense que la plupart des gens qui, par exemple, préparent une course sportive ou montent un business, ratent plein de séances, ratent pas mal de scores et de choses qu'ils avaient prévu de faire. Et ça, c'est ce qu'on pourrait associer aux vagues. Mais en réalité, tant que le courant, donc la grosse tendance, le truc qui est vraiment le plus porteur, ne flanche pas et continue à exercer une forme de pression, même si les vagues ne sont pas toutes les mêmes, même si les vagues parfois sont imprévisibles, même si des fois il n'y a pas de vagues, même si des fois il y en a trop, à partir du moment où le courant est là,
je pense que on peut arriver à bon port. Il faut juste avoir le bon courant et ensuite les vagues ne sont que des petites étapes. Et c'est le courant qui compte, pas les vagues. Et je sais pas pourquoi, mais moi j'alimente la croyance et je pense que je suis pas le seul que si je veux suivre un courant, il faut que j'ai les bonnes vagues. Alors déjà, il y a plusieurs choses à dire. Déjà, la première, c'est OK. Est-ce que c'est ton courant, celui qui t'a été assigné, ou est-ce que tu as pris celui d'un autre? Et on revient à ce que disait Épictète. Mais bon, supposons que tu aies identifié le bon courant. Eh bien, j'avais l'impression qu'il fallait que les vagues soient adéquates, mais je pense pas que ça soit le cas, parce que le réel est imprévisible et que les vagues changent tout le temps. Mais je sais pas pourquoi je nourris la croyance selon laquelle la plupart des gens qui suivent un bon courant ont aussi les vagues adéquates qui leur permettent par exemple d'atteindre un objectif stylé, du style courir un marathon. Mais en fait je pense pas, pas du tout même. Et ce qui compte, c'est enfin en fait c'est intéressant ça ce phénomène de vague parce qu'il vient titiller notre rapport à l'échec, il vient titiller notre rapport à la perfection, à l'imperfection aussi, et nos côtés, par exemple, obsessionnels. Moi, je sais que je suis assez obsessionnel sur pas mal de choses. J'aime bien quand c'est carré, quand je vois un truc qui est pas droit, genre, j'aime bien le remettre à sa place. Il y a un moment, j'étais matrixé par l'inbox zéro, tous ces trucs, bref. Mais, mais ça, dans un monde où l'entropie amplifie de plus en plus, c'est très compliqué à maintenir, en fait. Et ça demande toujours des efforts. Mais bref, j'avais envie de parler un petit peu de ça parce que je pense qu'on est trop à nourrir la croyance selon laquelle les gens qui réussissent des trucs ont le courant et les vagues qui fonctionnent bien, alors qu'en réalité, personne a les bonnes vagues, mais les gens ont simplement le courant, et c'est ça qui fait arriver. Voilà, en fait, c'est ça. Dit simplement, c'est le truc que je voulais transmettre, et arrêtez de croire que quand vous suivez un courant, quand les vagues ne sont pas bonnes, ce n'est pas normal. C'est pas grave, ça fait partie du process. Et c'est pas parce que les vagues pendant un temps ne sont pas dans le bon sens et n'aident pas ce courant que, même si le courant découle des vagues, bon bref, et que le courant n'arrivera pas à sa destination. Et c'est pas parce que tu dois courir un marathon et que tu rates une semaine complète d'entraînement, autrement dit les vagues bon bah sont pas bonnes, que tu vas pas réussir ton courant et à courir ton marathon. Si, bah, qui t'a fait croire que tu devais rater aucune séance d'entraînement? C'est normal. Tu vas en rater plusieurs, bah peut-être il y a un moment tu vas te blesser, peut-être tu vas devoir recommencer, etc. Et voilà, j'avais à cœur de rappeler un peu cette idée. Bon, on arrive tranquillement à la fin. Ça fait 52 minutes. Ça m'a fait très plaisir de discuter avec vous. Enfin, de discuter avec vous. De discuter avec moi, mais discuter avec moi, j'ai un peu l'impression que c'est discuter avec vous. Ce qui peut paraître étonnant. Je le rappelle, mon second cerveau, premier lien en description, bien joué. Et le mentorat, je réouvrirai les portes sûrement un peu plus tard. Là, j'ai pas fini encore avec ceux qui sont rentrés, parce qu'ils sont rentrés par intermittence. Les trois. Donc je réouvrirai sûrement 3 places quand j'aurai fini avec eux. Peut-être que je continuerai avec certains. On verra bien. Bref, je vous tiendrai au courant. Si ça t'a plu, tu peux mettre 5 étoiles. C'était Dali et on se voit l'année prochaine. Excellent. Allez, ciao.